Merci pour le bureau de l'ARR. Merci Abdallah pour m'avoir joint à cette journée scientifique qui en fait nous est très chère parce qu'on retrouve nos amis Rbaté. Alors, Abdallah m'a demandé de faire les highlights des rhumatismes inflammatoires chroniques. Je ne vous cache pas que c'était pas une mince affaire, puisque vous savez très bien que Redouane a fait la même chose, et il refera la même chose, et donc il avait le droit de voir mon ordinateur, et il me dit ça je vais le faire, ne fais pas ça, donc on avait l'obligation de ne pas se répéter, et donc choisir sur un programme de 5 jours, ce qui est pertinent, et choisir dans le bureau, dans notre bureau de la maison, ce qui ne va pas se répéter, c'était affaire qui donnait mal à la tête. Alors, le choix est très difficile. Donc, vous allez supporter ce que j'ai choisi pour vous. Donc, j'ai réparti pour les rhumatismes inflammatoires chroniques de l'eau, les spondylarthropathies et la polyarthrite rhumatoïde. Alors, je commence par la polyarthrite rhumatoïde. Et je l'ai privé de l'étude sur l'intelligence artificielle. Toute l'assistance sait que c'est monsieur intelligence artificielle en rhumatologie. Donc, je lui ai dit que ça va être madame intelligence artificielle. Donc, est-ce que le rhumatologue fait la même chose que l'intelligence artificielle, ou plutôt l'inverse, est-ce que l'intelligence artificielle fait la même chose que le rhumatologue? Ce travail qui a été présenté en poster à l'ELAR, donc a essayé de répondre à la question. Donc, c'est l'intelligence artificielle versus rhumatologue dans la prise de décision du traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Pensons-nous de la même chose, enfin, de la même façon? Il faut dire que la prise de décision dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde n'est pas une chose facile. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans cette prise en charge, il y a les alliés de l'IA et il y a les sceptiques ou ceux qui pensent que l'intelligence artificielle est une menace. Alors, ce travail avait pour objectif de comparer l'attitude des rhumatologues espagnols dans différentes situations cliniques versus réponse de l'intelligence artificielle représentée par le logiciel ChatGPT, ancienne version 3,5 et la nouvelle version, la nouvelle génération, la 4. Alors, l'étude a été conçue comme suit. Donc, il y a eu 15 situations cliniques qui ont été envoyées par réseaux sociaux à plusieurs rhumatologues espagnols et en même temps à ChatGPT 3.5 et 4. L'analyse a porté sur 108 réponses. Alors, en fait, c'était des situations cliniques pour répondre à 6 questions. La première question, comment traite-t-on une polyarthrite récente avec des facteurs de mauvais pronostic? Que fait le rhumatologue? Eh bien, un rhumatologue sur 2 commence par le méthotrexate et une corticothérapie et va vers une escalade vers un biologique si la réponse n'est pas favorable. Alors, l'intelligence artificielle, le ChatGPT 3,5 commence par un biologique, plus ou moins le méthotrexate, d'emblée. Le ChatGPT 4, la dernière version, il commence par le méthotrexate, la corticothérapie, et il va vers la combinaison des traitements classiques avant d'aller à un biologique. Alors, deuxième situation clinique, devant une amélioration chez un patient qui est sous biologique, sous traitement de fond de polyarthrite rhumatoïde. Que fait le rhumatologue? Ben, une fois sur 2, le rhumatologue et le ChatGPT 4 vont optimiser en premier les intervalles d'administration des traitements biologiques. Le ChatGPT, le 3,5, optimiserait simultanément le traitement classique et le biologique en termes de dose et en termes d'espacement de prise. Alors pour la troisième question, quel est le choix? Qu'est-ce qui dirige le choix du traitement? Alors, pour un rhumatologue sur 2, c'est le profil du patient. On sait qu'on devrait en principe avoir la même attitude pour tout le monde et que
le profil devrait être notre fil directeur. Alors, l'intelligence artificielle, dans ces deux versions, considère que le profil du patient est le principal fil directeur pour choisir le biologique. Alors, que fait le rhumatologue lorsqu'il y a un cancer incident chez un patient qui est sous biologique? Un rhumatologue sur deux arrête le biologique, l'intelligence artificielle maintient ou bien change de biologique, et les deux versions, la 3,5 et la 4, vont vers le choix vers le rituximab. Alors, là où les rhumatologues et l'intelligence artificielle sont en concordance totale, c'est pour l'efficacité des biosimilaires. Alors, quant à l'utilisation des corticoïdes, alors le ChatGPT-4 et la majorité des rhumatologues pensent qu'on les initie avec l'optique de les arrêter. Le ChatGPT 3,5 choisirait de maintenir des doses faibles, sauf une comorbidité spécifique. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir de cette confrontation attitude rhumatologue et intelligence artificielle, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité déjà dans la réponse des rhumatologues. Et il y a aussi une hétérogénéité dans la réponse des intelligences artificielles. Donc c'est question de génération. Donc, et puis, deuxième conclusion, c'est que les rhumatologues et l'intelligence artificielle, il y a un consensus sur le fait qu'il faut avoir une utilisation rationnelle des corticoïdes et que les biosimilaires sont totalement donc acceptés aussi bien par les rhumatologues que par l'intelligence artificielle. On note aussi un écart entre les réponses de la même intelligence artificielle avec une amélioration, on va dire, de l'algorithme de l'IA. Alors, deuxième travail que j'ai choisi, c'est un poster, c'est une présentation orale et qui porte en fait sur la prévention de la polyarthrite rhumatoïde par le traitement par méthotrexate. Serait-il possible de prévenir la polyarthrite rhumatoïde? En fait, ce travail, il a été inspiré par la cohorte Treat Earlier, qui en fait, c'est des patients présentant une arthralgie cliniquement suspecte qui ont été traités par le méthotrexate pendant une année. Et on les a suivis, les premiers résultats, c'est des résultats à 2 ans. Alors les résultats sont négatifs. Il n'y a pas d'efficacité à traiter pour intercepter une polyarthrite rhumatoïde ACPA négatif, et ça c'est un élément important, et qui présente des arthralgies cliniquement suspectes. Mais le grand mais, c'est que dans ces arthralgies, dans ce lot de patients, il n'y avait pas de stratification en fonction de l'importance du risque de présenter la polyarthrite rhumatoïde. D'où l'idée de ce travail. Et donc l'hypothèse était la prévention de la PR ACPA négative devrait être stratifiée en fonction du risque de faire cette polyarthrite rhumatoïde. D'où le travail, donc l'étude de l'efficacité d'un traitement d'un an par méthotrexate sur la réduction de la polyarthrite rhumatoïde avec des patients qui sont, on parle de patients ACPA qui ont des arthralgies cliniquement suspectes avec un risque accru de polyarthrite rhumatoïde. Alors, on parle de quoi? On parle de résultats à 4 ans de la cohorte Treat Earlier et on parle d'un lot particulier de 182 patients qui sont ACPA négatifs, qui vont être chaque fois comparés aux 54 ACPA positifs. Alors, les patients ont des arthralgies cliniquement suspectes de polyarthrite rhumatoïde et le risque de survenue de polyarthrite dans le temps a été stratifié, à 2 ans, a été stratifié avec un faible risque inférieur à 25%, risque accru entre 25 et 70%, risque élevé supérieur à 70%. La gravité de l'inflammation a été étudiée par l'inflammation à l'IRM, par la force de préhension à la main et par donc, le HAQ. Alors, les patients ACPA négatifs avec arthralgie cliniquement suspecte avaient, alors ce lot de 182 avait 36% un risque accru et 64%
un faible risque. Donc, si on compare à 2 ans la survenue de polyarthrite rhumatoïde, donc ces deux patients, ceux qui ont un faible risque et ceux qui ont un risque accru, vous voyez qu'on a prévenu 29% de polyarthrite rhumatoïde chez les patients, non plutôt, on a une survenue chez 30% de patients qui ont un risque accru. Par contre, lorsqu'il y a un faible risque, donner ou ne pas donner le méthotrexate, ça ne prévient rien du tout. Et donc, c'est la première preuve suggérant que le développement de polyarthrite rhumatoïde ACPA négatif peut être intercepté par un traitement d'1 an par méthotrexate chez les patients atteints d'arthralgie cliniquement suspecte. Donc on se demande, est-ce que, comme a dit Abdullah, on va se mettre à la pratique lundi la polyarthrite rhumatoïde qui vous ramène sa sœur, qui a des arthralgies inflammatoires et qui est négative à tous les marqueurs, qui n'a pas de synovite à l'échographie, mais qui a des arthralgies inflammatoires sur les petites et les grosses articulations. Est-ce qu'on se mettra à mettre un traitement par méthotrexate pendant 1 année pour voir est-ce qu'on pourra intercepter la polyarthrite rhumatoïde? Alors toujours dans le thème polyarthrite rhumatoïde, on sait très bien que les régimes, comme va nous exposer Fedwa tout à l'heure, le régime crétois, le régime inflammatoire, diminuent les sensations douloureuses chez les patients. Et c'est tout. Il n'améliore pas les paramètres biologiques ni structuraux. Alors, l'idée de ce travail est de voir est-ce que le jeûne module le microbiote intestinal humain et réduit une pathobionte intestinale induisant des cellules qui produisent l'IL-17 chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Alors, c'est l'étude NutriFast qui a proposé un jeûne chez des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Le rationnel, c'est que on sait que chez le murin, le microbiote intestinal et l'activation des lymphocytes sont impliqués dans la pathogénèse de la polyarthrite rhumatoïde chez le rat. Et donc, l'hypothèse est de voir est-ce que le gène pourrait moduler le microbiote et l'immunité de l'hôte en impactant potentiellement l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, d'où ce travail qui a comparé deux petits groupes de patients, 10 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde soumis à un jeûne de 7 jours. Le jeûne, c'est en fait les liquides sont autorisés et un apport journalier de 300 kilocalories qui est en fait très très peu. L'autre groupe, le groupe contrôle, comportait 8 patients qui ont suivi un régime anti-inflammatoire, c'est un régime méditerranéen. Alors, l'analyse a porté sur les données cliniques, sur les échantillons de sel et de sérum, les échantillons pour identifier les différentes souches de microbiote, et puis donc la composition de microbiote et voir les taxons sensibles à l'alimentation. Alors, les résultats de cette étude NutriFast. Alors, sur le plan clinique, il y a une réduction significative après une semaine, une réduction significative du HAQ, donc une amélioration de la qualité de vie de ces patients, après 1 semaine de jeûne. Alors, sur les lymphocytes circulants, il y a une diminution significative du nombre de lymphocytes TH17. Et il y a également une augmentation des corps cétoniques, et ça c'est tout à fait concordant avec un jeûne hypocalorique prolongé. Donc les patients vont taper dans les graisses et donc il va y avoir une augmentation des corps cétoniques. Alors, concernant les résultats microbiologiques de l'étude NutriFast, alors elle a montré qu'il y a une différence significative entre les groupes jeunes et contrôle concernant la composition de microbiote au profit de l'espèce Bifidobacterium adolescentis, qui est en fait une espèce la plus fortement réduite après 7 jours de jeûne.
Or, on sait que en fait, il est admis que cette souche est reliée directement, enfin, on va dire, elle est impliquée dans la production de l'IL-17. Donc, peut-être changer le microbiote en faveur de la souche BA pourrait éventuellement améliorer la condition inflammatoire générale portant essentiellement sur l'IL-17 dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors, quelles sont les implications de cette étude? Donc, le jeûne de 7 jours module significativement le microbiote intestinal chez les patients atteints de PR. Et là, c'est en matière à creuser. Et que la BA c'est une potentielle pathobionte sensible à l'alimentation dans la polyarthrite rhumatoïde et que dans l'approche thérapeutique, le gène pourrait peut-être envisagé comme une approche complémentaire à la gestion globale de la polyarthrite rhumatoïde. Toujours dans la polyarthrite rhumatoïde, là je vais vous parler d'une étude qui a comparé les stratégies vaccinales. Faut-il vacciner nos patients contre le pneumocoque avant d'initier le méthotrexate ou en même temps que l'initiation du méthotrexate? On sait que le LA recommande de démarrer le méthotrexate le plus tôt possible, mais recommande également de vacciner les patients avant de commencer le méthotrexate. Alors, comment concilier entre ces deux recommandations? C'est l'objectif de cette étude, était de comparer l'efficacité de la vaccination pneumococcique un mois avant ou simultanément à l'initiation du méthotrexate chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est un essai prospectif, randomisé, multicentrique et ouvert qui a comporté 2 bras. Un bras vaccination un mois avant le méthotrexate, et c'est le groupe délai, et un bras vaccination simultanée en même temps que l'initiation du méthotrexate, et c'est le groupe immédiat. Donc, c'est ces 2 groupes, donc le schéma est le suivant. Pour le groupe délai, donc un mois avant le méthotrexate, il y a eu la vaccination. Le groupe immédiat, ils ont eu donc immédiatement et le méthotrexate et la vaccination. Les 2 groupes ont reçu un rappel au 2e mois, donc après la première vaccination. Alors, l'évaluation a porté sur le dosage des immunoglobulines des 13 valences qui sont contenues dans le vaccin administré. Ils ont été dosés à l'inclusion à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois, avec 2 méthodes. Alors, l'étude a porté sur 276 patients ayant une polyarthrite rhumatoïde évoluant depuis au moins 6 mois. Et donc, c'était donc 2 groupes. Les résultats, répartis en 2 groupes. Les résultats sont comme suit. Alors, en réponse immunitaire immédiate, à 1 mois, le taux des répondeurs est significativement plus élevé dans le groupe délai pour 3 des 5 sérotypes d'intérêt du vaccin. On est à 1 mois. Donc, et vous voyez que de la comparaison, donc, là, de la comparaison entre le groupe délai et le groupe immédiat, on voit que c'est largement différent. Alors, à long terme, il y a une différence de réponse humorale. Cette différence de réponse humorale se maintient à 12 mois pour environ les 13 valences du vaccin administré. Alors, concernant l'activité de la maladie, on pourrait se dire que retarder l'initiation du méthotrexate 1 mois après la vaccination pourrait impacter l'évolution de la maladie et pourrait donc se manifester par une activité accrue de la maladie. Eh bien non. Il n'y a pas de différence significative entre les groupes au-delà du 1er mois suivant la vaccination. Et à un an après la vaccination, les doses cumulées de corticoïdes et le nombre de patients qui ont switché vers un biologique sont similaires entre les 2 bras. Et donc, l'implication est, il est préférable de vacciner les patients 1 mois avant l'instauration du méthotrexate
pour une meilleure réponse vaccinale antipneumococcique et cette approche n'a pas de répercussions majeures sur l'évolution de l'activité de la maladie dans l'année qui suit. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire concernant la polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, concernant les spondylarthropathies. Alors, toutes les recommandations conseillées chez les patients qui ne répondent pas aux anti-inflammatoires non stéroïdiens de passer à un niveau supérieur et donc de passer à un biologique. Mais aucune recommandation ne nous dit quelle est la stratégie à suivre, ni quel est le biologique avec lequel il serait préférable de commencer. Alors, ce travail qui est présenté en late breaking abstract et qui porte sur, c'est une étude de stratégie T2T du secukinumab, comparer deux façons de faire, une intensification versus une prise en charge standard. Et c'est l'étude Escalate. Alors, donc voilà, donc la stratégie c'était c'est une étude randomisée en groupe parallèle, ouverte et multicentrique, impliquant des patients ayant une AxSpA avec des signes objectifs inflammatoires à l'IRM. Les critères d'évaluation, c'était des critères. Donc le critère majeur c'était l'évaluation, la réponse ASDAS-40 à 24 semaines, à la semaine 24, et puis les critères secondaires incluaient diverses réponses, ASDAS et ASAS. Alors, le schéma de l'étude est le suivant. Donc, il s'agissait de 304 patients qui sont randomisés en deux groupes, 155 dans le bras T2T et 149 dans le bras où les patients vont recevoir le standard care, selon les recommandations. Je suis toujours dans les temps. Oui, excuse-moi. Le standard care selon les recommandations donc en vigueur. Alors, le groupe T2T, les patients recevaient 150 mg de Sécu et à 12 semaines, les répondeurs gardaient leur Sécu à 150 mg. Les non-répondeurs vont voir leur dose doublée à 300 mg. Et puis à 24 semaines, il va y avoir l'évaluation, l'évaluation globale. Et les répondeurs à 300 mg, on les garde à 300 mg. Les non-répondeurs à 300 mg, on les switch à l'ADA. Et les non-répondeurs secondaires à 150 mg, ceux qui ont répondu en premier à 150 qu'on a gardé et qui ne répondent plus, on les switchait à 300 mg de secukinumab. Alors les résultats sont les suivants. Donc les résultats principaux, il n'y a pas de différence statistique sur l'obtention de la réponse ASAS-40 entre les groupes à la semaine 24. Donc c'est là. Je vais aller. Non. Donc ça se passe ici. Donc il n'y a pas de différence à l'ASAS-40 à 24 semaines entre le groupe T2T et le groupe Standard Care utilisé par les rhumatologues, on va dire en ville. Sur les autres critères d'évaluation, il y a également, il n'y a pas de différence. Alors, mais en analysant ce groupe, on note que il y a lors de l'augmentation de la dose pour les non-répondeurs à partir de la 12e semaine, il y a eu une amélioration quand même. On a récupéré 28% des patients qui ont pu garder le traitement. Alors, quelles sont les conclusions de l'étude Escalate? Il n'y a pas de supériorité démontrée entre T2T ou bien Standard Care. Les soins standards sont proches de la phase du T2T et il y a un bénéfice à l'augmentation de la dose qui va récupérer quelque chose comme environ 30% des patients qui n'étaient pas répondeurs au début. Alors, deuxième travail concernant les spondylarthropathies.
On sait que les interventions thérapeutiques précoces dans les rhumatismes inflammatoires chroniques pourraient induire une rémission, on va dire, prolongée sans médicaments, ce qui suppose une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir. Est-ce que c'est possible de l'avoir dans les spondylarthropathies? C'est chose difficile. Déjà, diagnostiquer une spondylarthrite précoce et agir et aller en petit outil pour pouvoir avoir une rémission sans traitement, c'est également chose difficile à imaginer. Alors, dans ce travail présenté en communication orale et intitulé « Dans l'AxSpA récente, une approche TTOT permet l'obtention d'une rémission clinique durable dans 60% des cas ». Alors, le schéma de l'étude est le suivant. Donc, c'était des AxSpA nouvellement diagnostiqués et naïfs de traitement, de tout traitement, qui ont reçu soit un anti-inflammatoire non stéroïdien, ou bien, puis, par la suite, une monothérapie par le golimumab. Alors, les résultats sont les suivants. Tout d'abord, les caractéristiques des patients, c'est environ 60% d'hommes, soit 55 ans, d'âge moyen de 21 années, positif à l'HLA-B27 sans surprise, avec un ASTA-CRP moyen, c'est-à-dire moyen à 3, témoignant d'une activité importante de la maladie. Alors, les résultats, vous voyez que 61% des patients ont une rémission clinique soutenue, prolongée. Et que la rémission, bien sûr, était définie avec un ASDA-CRP qui est bas et l'ASDA-CRP moyen était de 0,9. Alors, qu'est-ce qui était prédicteur à cette rémission prolongée? Alors, c'était surtout le sexe masculin, les patients qui n'ont jamais fumé ou qui ont arrêté de fumer, et puis les patients qui ont un BASDAI à l'initiation qui était bas. Alors, donc concernant les rechutes et donc l'arrêt des traitements, alors les patients ayant obtenu une rémission clinique durable ont arrêté le traitement et ont été retirés conformément au protocole en cours. Et puis, ils ont été suivis en protocole classique en consultation de ville. Alors, le taux de rechute était quand même important. Il était de 84% des patients. Et quel était le délai de cette rechute? Vous voyez ceux qui étaient sous INS, le délai moyen était de 61 jours et le délai pour le golimumab était quand même de 155 jours. Donc, les conclusions de l'étude sur l'approche TTOT, c'est la rémission durable est possible et c'est un essai qui a permis de voir que c'est possible et que c'est obtenu chez 61,8% des patients et que les facteurs associés à cette possible rémission, c'est le sexe masculin, c'est l'abstinence de la cigarette et c'est un score BASDAI faible au départ. C'est un défi à jouer, on va dire, mais qui reste quand même très, très discutable. On peut en discuter, si vous voulez, tout à l'heure. Alors, toujours dans les spondylarthropathies, quel est l'effet des comorbidités sur la progression radiologique de l'AxSpA? On sait que les comorbidités ont un poids important et qui est associé à une plus grande activité de la maladie. Une AxSpA obèse, une AxSpA avec un diabète, avec une hypertension artérielle, ont des maladies entre autres, ont des maladies plus actives que les patients qui n'ont pas de comorbidité. Mais l'effet sur la progression radiologique est très peu connu, n'a pas été étudié. Alors, l'objectif de ce travail qui a été présenté en communication orale est d'étudier l'association entre le fardeau de la comorbidité et la progression radiologique de l'AxSpA. Alors, la méthode, c'est l'utilisation des données du consortium
australo-anglo-américain sur les spondylarthropathies. La méthodologie est la suivante. Donc, ils ont énuméré le fardeau, enfin, les comorbidités qu'ils ont appelées comme fardeau de comorbidité. C'est 22, vous pouvez les voir dans la slide qui va venir après. Et puis l'évaluation radiologique a utilisé la version modifiée du MSAS. Et l'analyse statistique s'est intéressée à faire un ajustement en fonction du sexe, de la durée des symptômes, du taux du CRP, de l'utilisation des anti-TNF, mais pas de l'HLA-B27, puisqu'on sait que la présence ou pas de HLA-B27 n'est pas liée à l'atteinte structurale. Alors, les résultats sur l'impact des comorbidités, alors vous voyez que déjà en distribution de comorbidités, seulement un tiers des AxSpA n'avaient pas de comorbidité et que 26% avaient une seule comorbidité, 22% deux, 25% avaient trois ou plus des comorbidités. Alors les caractéristiques des patients avec comorbidité, ils étaient plus âgés, fumaient plus souvent, avaient un MSAS et un ASDAS moyen de base plus élevé, mais la CRP était comparable. Alors, l'impact des comorbidités sur la progression radiologique, alors, lorsqu'il y avait une seule comorbidité, il n'y avait aucun impact sur la progression radiologique. Mais au-delà de deux comorbidités, comme vous voyez ici, au-delà de deux comorbidités, il y a un intérêt, il y a une augmentation de l'atteinte structurale. Donc, il y a intérêt à chercher les comorbidités et d'agir sur les comorbidités. Ça pourrait améliorer la progression radiologique chez les patients ayant une AxSpA. Et je pense que c'est ma dernière étude et qui va porter sur quel est le taux de rétention du sécukinumab dans la spondylarthrite. Quand on initie un traitement, on se dit au bout de quel moment on va être obligé de changer à une autre molécule. Alors, concernant le sécu dans la spondylarthropathie, alors, cette étude va évaluer rétrospectivement le taux de rétention du sécu dans une cohorte monocentrique de patients atteints de spondylarthropathie. Alors, l'étude a inclus des patients ayant une SPA traités par Sécu et évalués dans une clinique ambulatoire. Ça a porté entre 2017 et 2023. Alors, les résultats, donc la population étudiée, vous voyez, donc c'est les caractéristiques des spondylarthropathies. Les comorbidités étaient essentiellement les cardiovasculaires. Vous voyez ici l'hypertension cardiovasculaire et métabolique. Alors, pour arriver au résultat, c'est que le taux de rétention du médicament à 12 mois était de environ 80%. Quand on initie le Sécu, chez 80% de nos patients, on va le garder pendant une année. Chez 70%, on va le garder 2 ans et 4 ans chez un patient sur 2. Un taux de rétention qui est considéré comme intéressant. Alors, quels sont les facteurs prédictifs à l'arrêt du Sécu? Alors, donc, en analyse multivariée, c'est le nombre de biologiques synthétiques, on en discutait tout à l'heure, le nombre de biologiques et de synthétiques ciblés antérieurement, enfin utilisés antérieurement en médicaments. Je pense que ça ne va pas être spécifique au Sécu, c'est spécifique à tous les biologiques. L'hypertension artérielle et l'indice de masse corporelle. Alors, quels sont par contre les facteurs protecteurs? Un âge avancé du diagnostic est associé à un risque plus faible d'arrêt du médicament. C'est-à-dire, quand notre spondylarthropathie survient chez un sujet d'âge avancé, on a plus de chances de garder le médicament plus longtemps. Voilà, merci. Ce que j'avais à vous dire, je pense que j'ai respecté le temps. Et je suis... Merci.